L'été 1994 à Lyon devait être comme tous les autres pour les familles du quartier de la Croix-Rousse. Trois petites filles, Lucie, Cécile et Julie, jouaient dans les rues pavées de ce quartier historique, insouciantes et pleines de vie. Mais en l'espace de 3 jours consécutifs de juillet, elles ont mystérieusement disparu sans laisser la moindre trace. Pendant 14 longues années, leurs familles ont vécu dans l'ignorance la plus totale, jusqu'à ce qu'en 2008, la police découvre dans le grenier d'un voisin de 67 ans une collection macabre qui bouleverserait à jamais la compréhension de cette tragédie. Comment un homme que tout le monde considérait comme le grand-père bienveillant du quartier a-t-il pu cacher, pendant tant d'années, des objets personnels de ses 3 enfants, soigneusement conservés comme des trophées? Cette découverte allait révéler une vérité si perturbante qu'elle remettrait en question tout ce que la communauté croyait savoir sur cet homme qui avait participé aux recherches et consolé les familles éplorées. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les affaires criminelles réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Le quartier de la Croix-Rousse, perché sur les hauteurs de Lyon, était en 1994 un véritable village dans la ville. Ces anciennes terres des Canuts conservaient encore leur âme ouvrière, avec leurs traboules mystérieuses et leurs immeubles aux façades colorées. L'été 1994 s'annonçait particulièrement chaud, et comme chaque année, les enfants du quartier profitaient des vacances scolaires pour explorer chaque recoin de ces rues en pente. Lucie Lemoine, 7 ans, était la plus jeune du trio d'amies inséparables. Fille unique de Marie Lemoine, une ouvrière de l'industrie textile qui travaillait dans une des dernières usines du quartier, Lucie était une enfant curieuse, aux grands yeux bruns et aux cheveux châtains, toujours attachés en natte. Sa mère, veuve depuis 3 ans après un accident de travail qui avait coûté la vie à son mari, s'efforçait d'élever seule sa fille dans leur petit appartement de la rue des Tables Claudiennes. Marie travaillait de 6 heures du matin à 15 heures, laissant Lucie sous la surveillance bienveillante des voisins et de la communauté soudée du quartier. Cécile Blanc, 8 ans, habitait rue de l'Annexion avec ses parents Jean et Sylvie Blanc, qui tenait une petite épicerie fréquentée par tous les habitants du secteur. Cécile était une enfant vive et bavarde, aux cheveux blonds bouclés et au sourire contagieux. Elle aidait souvent ses parents au magasin, rangeant les conserves ou accueillant les clients réguliers qu'elle connaissait par leur prénom. La famille Blanc vivait au-dessus de leur commerce, dans un appartement coquet d'où l'on pouvait apercevoir les toits de tuiles rouges caractéristiques du quartier. Julie Perrin, 9 ans, était l'aînée du groupe et celle que les 2 autres considéraient comme leur leader naturel. Elle vivait rue Burdeau avec son père François, mécanicien dans un garage du 1er arrondissement. François avait perdu sa femme l'année précédente dans un cancer foudroyant, et il élevait seul sa fille avec une tendresse maladroite mais sincère. Julie, grande pour son âge et dotée d'un caractère affirmé, ressemblait beaucoup à sa mère disparue, avec ses cheveux noirs et ses yeux verts perçants. Elle portait toujours une petite chaîne en or que sa mère lui avait offerte pour ses 8 ans, quelques mois avant sa mort. Le quartier de la Croix-Rousse de 1994 était un microcosme où tout le monde se connaissait. Les commerçants saluaient les enfants par leurs prénoms, les femmes bavardaient aux fenêtres pendant que le linge séchait au balcon, et les hommes se retrouvaient le soir dans les bouchons lyonnais pour discuter politique autour d'un verre de Beaujolais. C'était un environnement où la surveillance collective des enfants était naturelle et rassurante pour les parents. André Chambon, alors âgé de 53 ans, était une figure respectée de cette communauté. Jardinier de formation, il travaillait pour les espaces verts de la ville de Lyon depuis plus de 20 ans. Veuf et sans enfant, il habitait seul une maison de ville typique de la Croix-Rousse, rue des Fantasques, à quelques centaines de mètres seulement des domiciles des 3 fillettes. Sa maison, construite au XIXe siècle, possédait un petit jardin fleuri, qu'il entretenait avec un soin méticuleux et qui faisait l'admiration de tous les passants. Chambon était connu de tous comme un homme discret, mais serviable.
Il proposait régulièrement ses services aux voisins pour de petits travaux de jardinage ou de bricolage, refusant souvent d'être payé. Les enfants du quartier l'appréciaient particulièrement, car il avait toujours des bonbons dans ses poches et leur racontait des histoires fascinantes sur les plantes et les animaux. Sa barbe grise, toujours soigneusement taillée, et ses yeux bleus bienveillants lui donnaient l'apparence d'un grand-père idéal. Il se promenait quotidiennement dans le quartier, saluant chacun avec politesse, s'arrêtant parfois pour caresser un chat ou aider une personne âgée à porter ses courses. L'été 1994 avait commencé de façon idyllique. Les trois fillettes passaient leur journée à explorer le quartier, jouant à cache-cache dans les traboules, inventant des histoires d'aventure dans les escaliers de la montée de la Grande Côte, ou simplement bavardant, assises sur les marches de l'église Saint-Polycarpe. Elles avaient pris l'habitude de se retrouver chaque matin vers 9 heures place de la Croix-Rousse, près de la fontaine, pour décider du programme de leur journée. Le climat de cette période était particulièrement chaud et sec, typique des étés lyonnais des années 90. Les températures dépassaient régulièrement les 30 degrés, poussant les habitants à ouvrir grand leurs fenêtres et à chercher la fraîcheur dans les cours intérieurs et les passages couverts. Cette chaleur créait une atmosphère languide qui invitait à la paresse et aux siestes après-midi, mais les enfants, infatigables, continuaient leur jeu malgré la canicule. Le mardi 12 juillet 1994, Lucie Lemoine quitta l'appartement familial vers 8h45 du matin après avoir embrassé sa mère qui partait travailler. Elle portait ce jour-là une robe à fleurs bleues et blanches que sa grand-mère maternelle lui avait confectionnée, des sandales en cuir marron et tenait dans ses bras sa poupée préférée, Célestine, une poupée de chiffon aux cheveux de laine rousse que sa mère avait achetée pour ses 6 ans. Madame Giraud, une retraitée de 70 ans qui habitait au rez-de-chaussée de l'immeuble de Lucie, témoigna plus tard avoir vu la fillette descendre les escaliers en chantonnant une comptine qu'elle ne put identifier. Selon son témoignage, Lucie semblait particulièrement joyeuse ce matin-là et lui avait annoncé qu'elle allait voir quelque chose de très beau avec ses amis. Quand Madame Giraud demanda de quoi il s'agissait, Lucie se contenta de sourire mystérieusement et de répondre « C'est une surprise, mais je reviendrai pour le déjeuner avec Célestine. » Vers 9h15, Cécile et Julie rejoignirent Lucie place de la Croix-Rousse comme convenu. Plusieurs témoins les virent ensemble près de la fontaine, discutant avec animation. Monsieur Reynaud, qui tenait un kiosque à journaux sur la place, se souvint que Julie avait acheté un sachet de bonbons à la réglisse et que les trois fillettes semblaient excitées par un projet qu'elles évoquaient à voix basse. Elles parlaient de collection et de trésors, mais le commerçant n'y prêta pas attention particulière, habitué aux jeux imaginatifs des enfants du quartier. À 9h35 précise, Madame Bouvier, une institutrice en vacances qui promenait son chien rue Burdeau, croisa les trois amis qui se dirigeaient vers les hauteurs du quartier en direction de la rue des Fantasques. Elle nota que Lucie tenait toujours sa poupée contre elle et que les fillettes bavardaient gaiement sans paraître pressées ou inquiètes. Ce fut le dernier témoignage fiable de leur présence dans le quartier. Vers midi, Marie Lemoine, qui avait pris sa pause déjeuner plus tôt que d'habitude pour rentrer chez elle, fut surprise de ne pas trouver sa fille à l'appartement. Lucie était d'ordinaire très ponctuelle pour les repas et n'avait jamais manqué un déjeuner sans prévenir. Marie téléphona d'abord chez les Blancs, pensant que Lucie était peut-être restée jouer avec Cécile. Sylvie Blanc répondit qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis le matin et qu'elle s'apprêtait justement à l'appeler pour le déjeuner. Inquiète à son tour, elle monta vérifier dans la chambre de Cécile, qui était vide. Le lit n'avait pas été défait depuis la veille, signe que l'enfant n'était pas rentré faire une sieste matinale, comme elle en avait parfois l'habitude, les jours de grande chaleur. François Perrin, contacté au garage où il travaillait, confirma que Julie n'était pas rentrée non plus. Il expliqua qu'il avait donné quelques pièces à sa fille le matin même pour qu'elle s'achète un sandwich à la boulangerie si elle avait faim, mais qu'elle devait être de retour pour 15 heures au plus tard, car ils avaient prévu d'aller ensemble rendre visite à sa belle-mère dans l'après-midi. L'alarme fut rapidement donnée.
À 13 heures, les trois familles se retrouvèrent en place de la Croix-Rousse pour organiser les premières recherches. Les commerçants du quartier, alertés par la situation inhabituelle, fermèrent temporairement leurs boutiques pour participer aux recherches. En moins d'une heure, une cinquantaine d'habitants battaient méthodiquement les rues, les traboules, les cours d'immeubles et les passages couverts du quartier. André Chambon fut parmi les premiers à proposer son aide. Il connaissait parfaitement le quartier et suggéra de vérifier les endroits moins évidents où des enfants pourraient se cacher ou jouer. Les caves ouvertes, les greniers accessibles, les jardins privés, les chantiers de rénovation. Il organisa même un groupe de recherche composé de 6 hommes pour explorer systématiquement la zone entre la place de la Croix-Rousse et le parc de la Cerisay, où les fillettes aimaient parfois se promener. À 15 heures, les familles contactèrent officiellement la police. Le commissariat du 4e arrondissement dépêcha immédiatement une équipe sur place. L'inspecteur principal Marcel Durand, un homme de 52 ans avec 25 années d'expérience dans la police lyonnaise, prit la direction des opérations. Il interrogea séparément les 3 familles, recueillant les témoignages des dernières personnes à avoir vu les fillettes. Les premières investigations révélèrent que les enfants n'avaient utilisé aucun transport en commun. Les chauffeurs de bus des lignes desservant la Croix-Rousse furent tous contactés et aucun ne se souvenait d'avoir transporté 3 fillettes ensemble ce matin-là. Les gares de Lyon-Perrache et de la Pardieu furent également vérifiées, sans résultat. Les hôpitaux de la région confirmèrent qu'aucun enfant correspondant aux descriptions n'avait été admis en urgence. En fin d'après-midi, plus de 200 personnes participaient aux recherches. Des équipes cynophiles de la gendarmerie arrivèrent de Villefranche-sur-Saône avec des chiens spécialement dressés pour retrouver des personnes disparues. Les animaux furent menés sur la place de la Croix-Rousse, dernier endroit où les fillettes avaient été vues ensemble, puis dans les rues environnantes. Les chiens montrèrent de l'intérêt pour plusieurs pistes, mais aucune ne mena à une découverte significative. André Chambon accompagna l'une des équipes cynophiles, expliquant aux gendarmes les particularités topographiques du quartier et les endroits où des enfants pourraient théoriquement se trouver. Il semblait particulièrement affecté par la disparition, répétant qu'il n'arrivait pas à croire qu'une telle chose puisse arriver dans leur quartier si sûr et si solidaire. Sa connaissance du terrain et son dévouement impressionnèrent les enquêteurs, qui notèrent sa coopération exemplaire dans leur rapport. La nuit tomba sans qu'aucune trace des 3 fillettes ne soit retrouvée. Les recherches furent suspendues vers 23 heures, mais de nombreux habitants continuèrent leurs propres investigations, explorant avec des lampes de poche les moindres recoins qu'ils n'avaient pas encore vérifiés. Marie Lemoine, Jean et Sylvie Blanc, ainsi que François Perrin passèrent une nuit blanche, espérant entendre sonner à leur porte. Le mercredi 13 juillet, les recherches reprirent à l'aube, avec des moyens renforcés. L'affaire avait été transmise à la brigade criminelle de Lyon, et le commissaire Laurent Girard, spécialisé dans les disparitions d'enfants, fut désigné pour diriger l'enquête. Un centre de commandement temporaire fut installé dans l'école primaire du quartier, fermé pour les vacances d'été. Des avis de recherche avec les photos des 3 fillettes furent placardés dans tout Lyon et distribués dans les gares, les centres commerciaux et les lieux de passage. Les médias locaux commencèrent à relayer l'information. France 3, Rhône-Alpes, diffusa un premier reportage dans son journal de 13 heures, interviewant les familles et lançant un appel à témoins. L'émotion était palpable dans les voix des parents, particulièrement celle de Marie Lemoine, qui suppliait ceux qui pourraient savoir quelque chose de se manifester. Les enquêteurs élargirent leur périmètre de recherche à l'ensemble de l'arrondissement, puis à la région lyonnaise. Des barrages routiers furent établis sur les principales sorties de la ville, et tous les véhicules suspects furent contrôlés. Une cellule spéciale fut créée pour traiter les témoignages, qui commençaient à affluer suite à la médiatisation de l'affaire. André Chambon continuait de participer activement aux recherches. Il avait pris des congés de son travail municipal pour se consacrer entièrement aux investigations. On le voyait quotidiennement parcourir les rues avec les équipes de bénévoles, suggérant de nouveaux endroits à explorer, réconfortant les familles par sa présence bienveillante.
Il avait même proposé d'héberger gratuitement des proches des familles venues de province pour participer aux recherches. Les semaines qui suivirent la disparition des 3 fillettes transformèrent radicalement l'atmosphère du quartier de la Croix-Rousse. Ce microcosme paisible, où chacun connaissait son voisin, devint le théâtre d'une angoisse collective qui s'installait jour après jour, modifiant profondément les habitudes et les relations sociales de la communauté. Marie Lemoine fut la première à sombrer dans une détresse psychologique profonde. Ouvrière consciencieuse qui n'avait jamais manqué une journée de travail depuis le décès de son mari, elle se révéla incapable de retourner à l'usine. Ses collègues et son contremaître firent preuve d'une compréhension exceptionnelle, lui accordant un congé spécial indéfiniment renouvelable. Mais cette inactivité forcée ne fit qu'amplifier son sentiment de culpabilité et son besoin obsessionnel de chercher sa fille. Chaque matin, Marie quittait son appartement vers 7 heures et arpentait méthodiquement les rues de Lyon, élargissant progressivement son périmètre de recherche. Elle portait toujours dans son sac à main une photo récente de Lucie et des exemplaires d'avis de recherche qu'elle distribuait à tous les passants qu'elle croisait. Les commerçants du centre-ville s'habituèrent à la voir passer, certains la saluant avec compassion, d'autres détournant le regard, mal à l'aise face à cette douleur si visible. Le couple blanc réagit différemment à la tragédie. Jean, naturellement optimiste et énergique, canalisa son angoisse dans l'hyperactivité. Il transforma son épicerie en véritable quartier général officieux des recherches, affichant sur sa vitrine tous les nouveaux témoignages, les pistes évoquées par la police, les dates débattues, organisées par les bénévoles. Il resta ouvert plus tard le soir et ouvrit même le dimanche, expliquant que maintenir une activité normale était la meilleure façon d'aider Cécile si elle revenait. Sylvie, au contraire, développa une phobie sociale progressive. Elle, qui était auparavant bavarde et accueillante avec la clientèle, se murait dans un silence presque total, ne parlant que pour donner le prix des articles ou rendre la monnaie. Elle sursautait au moindre bruit de la sonnette d'entrée, espérant chaque fois voir apparaître sa fille, et son visage se décomposait quand elle découvrait un client ordinaire. Jean dut embaucher sa belle-sœur pour l'aider au magasin car Sylvie était devenue incapable de tenir une conversation normale avec les habitants du quartier. François Perrin adopta une approche plus pragmatique, mais tout aussi douloureuse. Mécanicien méticuleux, habitué à résoudre des problèmes techniques complexes, il appliqua sa logique professionnelle à la recherche de sa fille. Il créa un système de classement rigoureux de tous les témoignages, des pistes explorées, des zones géographiques vérifiées. Son appartement ressemblait bientôt à un bureau d'enquête privé, avec des cartes de Lyon punaisées au mur, des listes de contacts, des emplois du temps reconstitués. Cette méthode systématique l'aidait à maintenir une illusion de contrôle sur la situation, mais elle révélait aussi son refus profond d'accepter l'idée que Julie puisse ne jamais revenir. Il continuait à préparer ses repas pour 2 personnes, laissant l'assiette de sa fille sur la table jusqu'au soir, au cas où elle rentrerait affamée de sa mystérieuse absence. La communauté du quartier se mobilisa de façon remarquable pendant les premiers mois. Une association de soutien aux familles fut créée, dirigée par Madame Leclerc, une institutrice retraitée qui connaissait bien les 3 fillettes. Cette association organisait des collectes de fonds pour financer l'impression d'affiches, la location de salles pour les réunions d'information, les déplacements des familles pour suivre de nouvelles pistes. Elle coordonnait également les battues hebdomadaires qui rassemblaient encore, 6 mois après la disparition, une 50aine de bénévoles déterminés. André Chambon devint rapidement une figure centrale de cette mobilisation. Sa connaissance du terrain, sa disponibilité totale et sa relation privilégiée avec les familles en faisaient un interlocuteur naturel pour tous ceux qui voulaient aider. Il proposa même de transformer son jardin en lieu de rassemblement pour les bénévoles, installant des tables et des chaises pour les réunions d'organisation. Sa maison de la rue des Fantasques devint ainsi un point de ralliement symbolique de la solidarité du quartier. Les enquêteurs de la brigade criminelle appréciaient particulièrement la collaboration de Chambon.
Le commissaire Girard nota dans ses rapports que cet homme était d'une aide précieuse pour comprendre la sociologie du quartier et identifier les personnes susceptibles de détenir des informations. Chambon avait cette capacité rare de mettre les témoins en confiance, d'obtenir d'eux des détails qu'ils n'avaient pas songé à mentionner lors des interrogatoires officiels. Mais au-delà de son utilité pratique, André Chambon apportait surtout un réconfort moral indispensable aux familles. Il avait cette faculté d'écouter sans juger, de consoler sans donner de faux espoirs, de maintenir la détermination sans alimenter d'illusions dangereuses. Marie Lemoine dira plus tard qu'il était comme un père pour elle pendant cette période terrible, celui vers qui elle se tournait quand elle n'arrivait plus à supporter l'incertitude. François Perrin appréciait les conversations qu'il avait avec Chambon lors de leur longue marche de recherche dans les quartiers périphériques de Lyon. Le jardinier avait cette sagesse tranquille des hommes qui ont beaucoup observé la nature et les saisons, et il trouvait toujours les mots justes pour rappeler à François que les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit, et qu'il ne fallait jamais perdre l'espoir tant qu'on n'a pas de certitude. Les Blancs furent particulièrement touchés par la générosité de leurs voisins. Quand ils traversèrent une période financière difficile, le magasin perdant de nombreux clients qui évitaient le quartier devenu synonyme de tragédie, Chambon leur proposa discrètement une aide financière. Il expliqua qu'il avait quelques économies de côté et qu'il serait heureux de les aider en attendant que les choses s'arrangent. Jean refusa poliment, mais il fut profondément touché par cette marque d'amitié désintéressée. L'enquête officielle piétinait malgré les moyens considérables qui y étaient consacrés. Plus de 300 témoignages avaient été recueillis, donnant lieu à autant d'investigations qui se révélaient systématiquement sans suite. Plusieurs pistes semblaient prometteuses. Un homme louche aperçu près de l'école quelques jours avant la disparition. Un véhicule inhabituel, stationné rue Burdeau le matin du 12 juillet. Des cris d'enfants entendus dans un immeuble abandonné du 1er arrondissement. Mais chaque piste, méthodiquement explorée, menait à une impasse. Les enquêteurs vérifiaient scrupuleusement le passé de tous les habitants du quartier, recherchant d'éventuels antécédents judiciaires ou des comportements suspects. Cette investigation de proximité créa un climat de méfiance latente, chacun se demandant si son voisin n'avait pas quelque chose à cacher. Plusieurs hommes du quartier furent convoqués pour des interrogatoires de routine qui, bien que menés avec tact, laissèrent des traces durables dans les relations sociales locales. André Chambon fut évidemment interrogé comme tous les résidents masculins adultes du secteur. Son interrogatoire, mené par l'inspecteur Durand en septembre 1994, fut particulièrement approfondi en raison de sa proximité avec les familles et de sa connaissance intime du quartier. Chambon répondit à toutes les questions avec une patience exemplaire, fournissant un emploi du temps détaillé de sa matinée du 12 juillet. Levé à 6h30, petit déjeuner en écoutant les informations à la radio, arrosage de son jardin jusqu'à 8h15, puis départ pour son travail aux espaces verts municipaux, où il était arrivé à 8h45 précise. Ses collègues confirmèrent sa présence au travail ce jour-là, ainsi que son comportement habituel. Chambon avait même participé à une réunion de service de 9h à 10h30 concernant l'aménagement de nouveaux espaces verts dans le 3e arrondissement. L'inspecteur Durand nota dans son rapport que M. Chambon fait preuve d'une coopération exemplaire et d'une sincère préoccupation pour le sort des enfants disparus. Son alibi pour la matinée du 12 juillet est solidement établi. L'hiver 1994-1995 fut particulièrement éprouvant pour les familles. L'approche des fêtes de fin d'année, traditionnellement centrées sur les enfants, ravivait douloureusement l'absence des 3 fillettes. Marie Lemoine refusa catégoriquement toute célébration, passant Noël seule dans son appartement, refusant les invitations compatissantes de ses voisins. Elle installa quand même un petit sapin dans la chambre de Lucie, avec quelques cadeaux qu'elle avait achetés au cas où elle reviendrait. Les Blancs tentèrent de maintenir une façade de normalité en décorant leur magasin comme chaque année, mais le cœur n'y était pas. Leur guirlande électrique semblait dérisoire face à l'absence de Cécile.
et plusieurs clients habitués remarquèrent que Sylvie pleurait silencieusement derrière la caisse en servant les dernières commandes de foie gras et de champagne. François Perrin emmena finalement sa belle-mère passer les fêtes sur la Côte d'Azur, espérant que le changement d'environnement l'aiderait à surmonter cette période difficile. Mais même sous le soleil de Nice, il ne cessait de scruter les visages des enfants qu'il croisait sur la promenade des Anglais, gardant toujours en poche la photo de Julie qu'il montrait aux serveurs des cafés et aux marchands de glace. André Chambon manifesta une délicatesse remarquable pendant cette période festive. Il rendit visite à chacune des familles le soir du 24 décembre, apportant des présents modestes mais choisis avec soin. Un bouquet de fleurs de son jardin pour Marie, un panier de légumes de saison pour les Blancs, une bouteille de bon vin pour François qu'il avait gardé dans sa cave depuis plusieurs années. Il ne resta jamais longtemps, comprenant que sa présence, bien qu'appréciée, ne pouvait pas combler le vide laissé par les enfants. 14 années s'écoulèrent dans cette douloureuse routine de recherche et d'espoir qui s'amenuisait progressivement. L'affaire des 3 fillettes de la Croix-Rousse était devenue l'un de ces cold cases que les policiers lyonnais mentionnaient encore lors des formations sur les disparitions d'enfants. Mais les moyens qui y étaient consacrés avaient considérablement diminué. Le commissaire Girard avait pris sa retraite en 2003, laissant le dossier à son successeur, le capitaine Laurent Girard, son neveu, qui avait grandi en entendant parler de cette enquête familiale. En mars 2008, André Chambon était devenu un homme de 67 ans, retraité depuis 2006 après une carrière exemplaire dans les espaces verts municipaux. Il avait gardé sa maison de la rue des Fantasques, continuant à entretenir son jardin avec la même passion méticuleuse que dans sa jeunesse. Les habitants du quartier le respectaient toujours autant, y voyant une figure de sagesse et de stabilité dans un monde en perpétuel changement. Il avait traversé les années avec une discrétion remarquable, continuant d'aider ses voisins, participant aux commémorations annuelles organisées en mémoire des 3 fillettes, maintenant un lien ténu mais constant avec les familles endeuillées. Marie Lemoine avait finalement réussi à reconstruire partiellement sa vie. Après des années de thérapie et le soutien indéfectible de la communauté, elle avait repris son travail à temps partiel en 1998, puis à temps plein en 2001. Elle avait même rencontré Claude, un veuf de son âge, avec qui elle partageait désormais sa vie, sans jamais oublier Lucie, mais en acceptant progressivement l'idée que sa fille ne reviendrait peut-être jamais. Elle avait déménagé dans le 6e arrondissement en 2005, expliquant qu'elle ne supportait plus de passer devant les lieux qui lui rappelaient constamment sa perte. Les Blancs avaient vendu leur épicerie en 1999 et s'étaient installés dans une commune périphérique de Lyon, près de Villefranche-sur-Saône. Jean avait trouvé un emploi de gestionnaire dans une coopérative agricole, tandis que Sylvie s'était progressivement remise de sa dépression grâce à un suivi psychologique approprié. Ils avaient eu un fils, Thomas, en 2002, ce qui leur avait redonné une raison de vivre, tout en ravivant parfois douloureusement le souvenir de Cécile. Ils revenaient encore régulièrement dans la Croix-Rousse pour visiter André Chambon, qu'ils considéraient comme un membre de leur famille adoptive. François Perrin avait eu le parcours le plus chaotique. Incapable de surmonter la disparition de Julie, il avait sombré dans l'alcoolisme en 1997 et perdu son emploi de mécanicien. Plusieurs tentatives de désintoxication avaient échoué, et il vivait désormais seul dans un petit studio du 8e arrondissement, survivant grâce à une pension d'invalidité et aux aides sociales. Il continuait cependant de chercher sa fille avec une obstination pathologique, passant ses journées à parcourir Lyon et sa banlieue, montrant la photo jaunie de Julie à tous ceux qui acceptaient de l'écouter. André Chambon était l'une des rares personnes à maintenir encore un contact régulier avec lui apportant parfois des provisions et s'assurant qu'il ne manquait de rien. Le 15 mars 2008, un événement apparemment anodin allait bouleverser cette situation qui semblait figée dans une douloureuse routine. Madame Vialet,
une nouvelle résidente de la rue des Fantasques qui avait emménagé en février dans la maison mitoyenne de celle d'André Chambon, contacta la police municipale pour signaler des nuisances sonores répétées provenant du domicile de son voisin. Madame Vialet, une femme de 43 ans, récemment divorcée, qui cherchait le calme après une séparation difficile, expliqua au policier municipal qu'elle entendait régulièrement des bruits étranges émanant du grenier de la maison voisine, particulièrement la nuit. Elle décrivait des craquements répétés, des déplacements d'objets, et parfois ce qui ressemblait à des pleurs étouffés ou des gémissements. Inquiète et agacée par ces perturbations nocturnes, elle demandait une intervention officielle pour résoudre le problème. Le policier municipal, adjudant le maire, connaissait André Chambon de réputation et savait qu'il était considéré comme un citoyen exemplaire. Il décida néanmoins de se rendre chez lui le 17 mars, en fin d'après-midi, pour vérifier la situation et, si nécessaire, rappeler discrètement les règles de bon voisinage. Il s'agissait d'une démarche purement administrative, destinée à apaiser les tensions entre voisins sans créer de conflit. Quand l'adjudant le maire sonna chez André Chambon vers 17h30, il fut accueilli avec la politesse habituelle du retraité. Chambon se montra surpris par la plainte de sa voisine, expliquant qu'il vivait seul et ne comprenait pas d'où pouvaient provenir ces bruits nocturnes. Il suggéra que Madame Vialet confondait peut-être avec les sons émis par d'anciens tuyaux de chauffage ou par de petits animaux qui avaient pu s'installer dans les combles de sa maison centenaire. L'adjudant le maire, soucieux de régler le malentendu à l'amiable, demanda s'il était possible de jeter un coup d'œil au grenier pour s'assurer qu'aucun animal nuisible ne s'y était installé. Cette demande était formulée de manière parfaitement cordiale, dans l'esprit de service public qui caractérisait les relations entre la police municipale et les citoyens respectables comme Chambon. André Chambon marqua une brève hésitation qui n'échappa pas aux policiers expérimentés. Pour la première fois depuis que le maire le connaissait, le vieil homme sembla perdre son assurance naturelle. Il expliqua que son grenier était encombré de vieilleries qu'il n'avait pas rangées depuis des années et qu'il préférait éviter d'y emmener quelqu'un par honte du désordre. Cette réaction, bien que compréhensible, parut légèrement excessive à l'adjudant le maire, habitué à évaluer les comportements suspects. Le policier insista poliment, expliquant que c'était une simple vérification de routine et qu'il n'était pas là pour juger l'état de rangement de la maison. Il précisa même qu'il pourrait monter seul au grenier si Chambon préférait, afin de préserver son intimité. Cette insistance bienveillante mais ferme poussa finalement André Chambon à accepter, non sans avoir tenté une dernière fois de reporter la visite au lendemain pour avoir le temps de ranger un peu. L'escalier menant au grenier était étroit et sombre, typique des maisons ouvrières du XIXe siècle. André Chambon montait lentement devant le policier, s'arrêtant plusieurs fois sous prétexte de reprendre son souffle, mais l'adjudant le maire sentait une tension inhabituelle chez cet homme d'ordinaire, 6 mètres de lui. Au sommet de l'escalier, Chambon alluma une ampoule nue qui diffusait une lumière jaunâtre dans l'espace sous les combles. Le grenier, contrairement à ce qu'avait laissé entendre son propriétaire, était remarquablement ordonné. Loin du désordre évoqué, l'espace était aménagé avec un soin méticuleux, qui contrastait étrangement avec l'explication embarrassée de Chambon. Des étagères en bois peint longeaient les murs, supportant des boîtes soigneusement étiquetées et rangées par taille. Une petite table de travail était installée sous la lucarne, avec une chaise et une lampe de bureau. L'ensemble donnait l'impression d'un lieu de vie secondaire, organisé et régulièrement fréquenté. L'adjudant le maire balaya l'espace du regard, cherchant des traces d'animaux nuisibles ou des éléments susceptibles d'expliquer les bruits signalés par la voisine. C'est alors que son attention fut attirée par une série de boîtes à chaussures, alignées sur l'étagère du fond, chacune portant une étiquette manuscrite que la distance l'empêchait de déchiffrer clairement. L'alignement parfait de ces contenants et leur présentation soignée contrastait avec l'idée d'un simple stockage de vieilleries. André Chambon observait le policier avec une anxiété croissante, ses mains tremblant légèrement,
tandis qu'il tentait de maintenir une conversation normale sur les problèmes d'isolation acoustique des vieilles bâtisses. Mais sa nervosité était désormais si évidente que l'adjudant le maire, formé à détecter les comportements suspects, décida d'approfondir sa visite informelle. « Vous avez l'air d'un collectionneur méthodique », remarqua le policier en se dirigeant vers les étagères. « Qu'est-ce que vous stockez dans toutes ces boîtes ?» Là, sa question était posée sur un ton conversationnel, sans agressivité. Mais André Chambon pâlit visiblement en voyant l'homme en uniforme s'approcher de ses rangements secrets. « Oh, ce ne sont que de vieux souvenirs sans importance, » répondit Chambon d'une voix qui se voulait désinvolte, mais trahissait une tension extrême. « Des photos de famille, des lettres, ce genre de choses que tout le monde garde sans savoir pourquoi. » Il tenta de se placer entre le policier et les étagères, mais l'espace restreint du grenier rendait cette manœuvre évidente et maladroite. L'adjudant le maire, maintenant en état d'alerte professionnelle, remarqua que plusieurs boîtes portaient des dates manuscrites. Juillet 1994, été 1994, souvenir 1994. Ces mentions précises d'une année si particulière pour le quartier, celle de la disparition des 3 fillettes, provoquèrent chez le policier un sentiment d'inquiétude croissante. Il se souvenait parfaitement de cette affaire qui avait marqué toute la ville de Lyon et savait qu'André Chambon avait été l'un des principaux bénévoles des recherches. 1994, l'année de la disparition des petites filles, murmura le policier, plus pour lui-même que pour engager la conversation. Mais sa remarque eut un effet immédiat sur André Chambon, qui se figea complètement, son visage perdant toute couleur. Le silence qui s'installa dans le grenier devint pesant, troublé seulement par le bruit de la respiration saccadée du vieil homme. « J'aimerais jeter un coup d'œil à ces boîtes si vous n'y voyez pas d'inconvénient », déclara l'adjudant le maire en retrouvant son ton professionnel. Sa demande n'était plus celle d'un policier municipal venu régler un problème de voisinage, mais celle d'un représentant de l'ordre qui venait de détecter une situation potentiellement grave. André Chambon ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Ses jambes semblaient ne plus le porter, et il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas perdre l'équilibre. Tout son comportement trahissait désormais une culpabilité qui ne pouvait plus être dissimulée. L'adjudant le maire, sans attendre d'autorisation, saisit la première boîte étiquetée « Juillet 1994 » et souleva délicatement le couvercle. Ce qu'il découvrit le figea d'horreur et de stupéfaction. La boîte contenait, méticuleusement rangés dans du papier de soie, des objets qui semblaient appartenir à un enfant, une petite robe à fleurs bleues et blanches, soigneusement pliée, des sandales en cuir marron de pointure 28 et une poupée de chiffon aux cheveux de laine rousse. Chaque élément était accompagné d'une petite étiquette manuscrite portant un prénom, Lucie. Les mains tremblantes, l'adjudant le maire ouvrit la deuxième boîte. Elle contenait des vêtements d'enfants différents, une jupe rouge, un t-shirt blanc, des chaussettes à rayures et une paire de baskets usagées. L'étiquette indiquait « Cécile ». La troisième boîte révéla d'autres effets personnels étiquetés « Julie ». Un pantalon bleu, un pull jaune et surtout une fine chaîne en or qui brillait sinistrement sous la lumière jaunâtre du grenier. André Chambon s'était effondré sur la chaise près de la table de travail, la tête entre les mains, sanglotant silencieusement. 14 années de façade venaient de s'écrouler en quelques minutes. L'homme que tout le quartier respectait et admirait, celui qui avait consolé les familles et participé à toutes les recherches, révélait sa véritable nature. Celle d'un prédateur qui avait conservé les vêtements de ses victimes comme des trophées macabres. L'adjudant le maire, profondément choqué par sa découverte, appela immédiatement ses supérieurs hiérarchiques, puis la brigade criminelle. En moins d'une heure, la rue des Fantasques fut envahie par les véhicules de police, les techniciens de l'identité judiciaire et les enquêteurs spécialisés. Le capitaine Laurent Girard, qui avait hérité du dossier de son oncle, arriva parmi les premiers sur les lieux, réalisant avec amertume que la solution de l'énigme familiale se trouvait depuis 14 ans à quelques centaines de mètres du commissariat.
La découverte dans le grenier d'André Chambon déclencha immédiatement la plus importante opération de police criminelle que Lyon ait connue depuis l'affaire elle-même en 1994. Le capitaine Laurent Girard, arrivé sur les lieux vers 19 heures, prit personnellement la direction des opérations avec une émotion qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Cette affaire avait hanté son oncle pendant toute sa carrière, et il mesurait l'importance historique du moment qu'il était en train de vivre. Le périmètre de sécurité fut immédiatement étendu à l'ensemble de la rue des Fantasques. Les techniciens de l'identité judiciaire investirent la maison de Chambon avec un matériel sophistiqué, photographiant méticuleusement chaque objet trouvé dans le grenier avant de procéder à leur saisie officielle. Le procureur de la République, alerté par la gravité de la situation, se déplaça personnellement pour superviser les premières constatations. André Chambon fut placé en garde à vue et transféré au commissariat central dans un état de prostration totale. Cet homme de 67 ans, qui avait maintenu pendant 14 années une façade de respectabilité parfaite, semblait avoir soudainement vieilli de 10 ans. Il ne prononça pas un mot durant le trajet, fixant ses mains menottées avec une expression de défaite absolue. Les premières expertises confirmèrent rapidement l'identification des objets. La poupée Célestine fut formellement reconnue par Marie Lemoine grâce à une petite déchirure dans l'oreille gauche que Lucie avait recousue elle-même quelques semaines avant sa disparition. La chaîne en or portait l'inscription gravée « Pour Julie, maman » que François Perrin avait fait graver dans une bijouterie de la Presqu'île pour les 8 ans de sa fille. Les vêtements correspondaient exactement aux descriptions données par les familles en 1994. Mais la découverte la plus troublante fut celle de carnets manuscrits trouvés dans le tiroir de la table de travail du grenier. André Chambon y avait méticuleusement consigné ses observations sur les 3 fillettes pendant les semaines précédant leur disparition. Leurs habitudes, leurs itinéraires quotidiens, leurs jeux préférés, leurs relations familiales. Ces notes révélaient une surveillance systématique et planifiée qui contredisait totalement l'image d'un crime impulsif. 12 juin 1994. Lucie joue seule dans la cour de son immeuble entre 14 heures et 16 heures. Sa mère travaille jusqu'à 15 heures. Lucie aime particulièrement sa poupée rousse qu'elle emmène partout, notait Chambon de son écriture soignée. 15 juin. Cécile aide ses parents au magasin le matin, mais l'après-midi, elle rejoint ses amis place de la Croix-Rousse. Elle porte souvent sa jupe rouge préférée. 18 juin. Julie guide souvent le groupe. Elle porte toujours sa chaîne en or. Les 3 fillettes font confiance aux adultes du quartier. Ces carnets révélaient également les méthodes employées par Chambon pour attirer les enfants. Il avait progressivement gagné leur confiance en leur offrant des bonbons, en leur racontant des histoires de jardinage, en leur promettant de leur montrer des trésors cachés dans son grenier. Les fillettes avaient fini par le considérer comme un grand-père de substitution, d'autant plus précieux que Lucie et Julie n'avaient plus de famille paternelle et que les grands-parents de Cécile vivaient en province. Le plan de Chambon s'était déroulé sur plusieurs semaines. Il avait d'abord conquis individuellement chacune des fillettes, puis les avait réunies en leur proposant de voir ensemble sa collection spéciale qu'il gardait dans son grenier. Le matin du 12 juillet, il les avait attendues près de la fontaine de la place de la Croix-Rousse, sachant qu'elles s'y retrouvaient quotidiennement. Il leur avait proposé de venir chez lui découvrir des jouets anciens très précieux qu'il voulait leur donner. Les interrogatoires d'André Chambon commencèrent le 18 mars à 6 heures du matin, menés par le capitaine Girard, assisté de l'inspecteur Moreau, spécialiste des crimes contre les enfants. Chambon, qui avait passé une nuit blanche en cellule, ne chercha plus à nier les faits, une fois confronté aux preuves matérielles accablantes. Mais il adopta une stratégie de révélation progressive, ne livrant les détails qu'au compte-gouttes, comme s'il savourait une dernière fois son contrôle sur la situation. « J'ai toujours aimé les enfants », déclara-t-il lors de sa première déposition. « Elles étaient si innocentes, si pures. Je voulais juste les protéger d'un monde cruel. » Cette déclaration, qui révélait une personnalité profondément perturbée, fut suivie de longues heures de silence pendant lesquelles Chambon
refusait de préciser les circonstances exactes de la disparition des fillettes. Les enquêteurs comprirent rapidement qu'ils avaient affaire à un manipulateur expérimenté qui, même pris au piège, tentait encore de contrôler le rythme des révélations. Chambon exigeait de voir un psychiatre, réclamait des pauses fréquentes, posait des conditions pour poursuivre ses aveux. Il semblait prendre un plaisir pervers à faire languir les enquêteurs et, à travers eux, les familles des victimes qui attendaient enfin de connaître la vérité. L'information de l'arrestation d'André Chambon ne tarda pas à filtrer dans les médias lyonnais. Le 19 mars au matin, France 3 Rhône-Alpes diffusa un flash spécial annonçant une arrestation majeure dans l'affaire des 3 fillettes de la Croix-Rousse. L'émoi fut considérable dans la région, cette affaire étant restée dans toutes les mémoires comme l'un des crimes les plus marquants des années 90. Marie Lemoine apprit la nouvelle par un appel téléphonique du capitaine Girard. Elle s'effondra en sanglots au téléphone, répétant inlassablement « Je savais qu'il fallait continuer à chercher ». Son compagnon Claude dut l'accompagner d'urgence chez leur médecin traitant, tant le choc émotionnel était violent. Après 14 années d'incertitude, l'idée d'enfin connaître la vérité sur le sort de Lucie la terrifiait autant qu'elle la soulageait. Les Blancs furent contactés à leur domicile de Villefranche-sur-Saône. Sylvie s'évanouit en entendant le nom d'André Chambon, cet homme qu'elle avait considéré comme un ami et un soutien pendant ses pires moments. Jean, plus pragmatique, exigea immédiatement de connaître tous les détails de l'enquête et annonça qu'il se constituerait partie civile dès que possible. Leur fils Thomas, âgé de 6 ans, ne comprenait pas pourquoi ses parents pleuraient en parlant de sa sœur, dont il ne gardait qu'un souvenir de photo. François Perrin fut le plus difficile à localiser. Les enquêteurs le trouvèrent finalement dans un bar du 8e arrondissement où il était en train de noyer son chagrin quotidien dans l'alcool. Quand ils lui annoncèrent l'arrestation de Chambon, il refusa d'abord de les croire, expliquant qu'André était son meilleur ami et la seule personne qui comprenait sa douleur. Il fallut lui montrer une photo des objets saisis pour qu'il accepte la réalité. En reconnaissant la chaîne en or de Julie, il poussa un hurlement animal qui glaça le sang des clients du bar. Pendant ce temps, les fouilles se poursuivaient dans la maison de Chambon. Les enquêteurs découvrirent dans sa cave un atelier de bricolage parfaitement équipé avec des outils soigneusement rangés et entretenus. Plusieurs éléments troublants furent mis au jour. Des cordes neuves jamais utilisées, des bâches plastiques encore dans leur emballage, des produits chimiques de nettoyage en quantité inhabituelle pour un usage domestique normal. Le jardin fut passé au peigne fin avec des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains. Cette phase de l'enquête fut particulièrement éprouvante pour les voisins qui voyaient leur quartier transformé en scène de crime 14 ans après les faits. Madame Vialet, dont la plainte pour nuisance sonore avait déclenché la découverte, se sentait profondément coupable d'avoir vécu si longtemps à côté d'un criminel sans rien soupçonner. Les recherches dans le jardin ne donnèrent aucun résultat, mais les analyses des sols révélèrent des traces anciennes de chaux vives, un produit utilisé pour accélérer la décomposition de matières organiques. Cette découverte renforça les soupçons sur le sort des 3 fillettes sans pour autant permettre de localiser leurs restes. Le 21 mars, André Chambon accepta enfin de livrer les détails complets de son crime. Face au capitaine Girard et en présence de son avocat commis d'office, il reconstitua avec une précision glaçante les événements du 12 juillet 1994. Sa déposition, enregistrée et filmée, allait révéler l'ampleur de la préméditation et la froideur méthodique avec laquelle il avait agi. « Je les ai attendus près de la fontaine vers 9h30. Commença Chambon d'une voix monocorde. Je savais qu'elle viendrait, comme chaque matin. Je leur ai dit que j'avais quelque chose de très beau à leur montrer dans mon grenier, des jouets anciens que ma grand-mère m'avait laissés. Elles étaient excitées, surtout Lucie qui adorait les poupées anciennes. Il décrivit comment il avait emmené les 3 fillettes chez lui, leur offrant des bonbons et des boissons fraîches pour les mettre en confiance. Il les avait fait monter au grenier sous prétexte de leur montrer sa collection de jouets. Mais une fois en haut, son comportement avait brutalement changé.
Il avait verrouillé la porte du grenier de l'intérieur et révélé ses véritables intentions aux enfants terrifiés. Elles ont d'abord cru que c'était un jeu, poursuivit Chambon avec la même froideur clinique. Mais quand elles ont voulu repartir et que j'ai refusé de les laisser descendre, elles ont commencé à pleurer. J'ai essayé de les calmer, de leur expliquer qu'elles allaient rester avec moi, que j'allais prendre soin d'elles, mieux que leur famille. Les détails que livrait Chambon étaient d'une précision technique qui révélait sa longue préparation psychologique. Il avait aménagé le grenier spécialement pour cette occasion, installant des verrous intérieurs, préparant des provisions, organisant un espace de vie qu'il pensait partager avec les fillettes pendant une période indéterminée. Son plan délirant consistait à garder les enfants prisonnières jusqu'à ce qu'elles comprennent qu'elles étaient mieux avec lui. Mais la réalité rattrapa rapidement ses fantasmes. Les fillettes, loin de s'adapter à leur captivité, devinrent hystériques. Elles pleuraient sans cesse, refusaient de manger, tentaient constamment de s'échapper. Lucie, la plus jeune, ne cessait de réclamer sa maman en serrant sa poupée Célestine contre elle. Cécile suppliait Chambon de la laisser retourner aider ses parents au magasin. Julie, la plus déterminée, tentait d'encourager ses amis et cherchait constamment un moyen de s'évader. Au bout de 2 jours, je n'en pouvais plus de leurs cris, avoua Chambon. Les voisins allaient finir par entendre. J'avais peur que quelqu'un vienne vérifier. Elles ne voulaient pas comprendre que je voulais leur bien. Elles préféraient leur famille qui ne s'occupait pas assez d'elles. Cette déclaration révélait la logique tordue du prédateur, qui justifiait ses actes par une prétendue négligence des parents. Chambon avait développé au fil des années une rationalisation complexe de son crime, se présentant comme un sauveur incompris plutôt que comme l'assassin qu'il était réellement. La suite de la déposition d'André Chambon allait révéler l'horreur absolue de ce qui s'était passé dans le grenier de la rue des Fantasques pendant ces quelques jours de juillet 1994. Le capitaine Girard, malgré ses années d'expérience dans la police criminelle, eut du mal à maintenir son sang-froid face aux détails que livrait froidement le vieil homme. Le 3e jour, Julie a trouvé un moyen de forcer la serrure du grenier pendant que je dormais, poursuivit Chambon. Elle était très intelligente, plus que je ne l'avais imaginé. Elle avait réussi à démonter un morceau de métal d'une vieille caisse et s'en servait comme passe-partout. Quand je me suis réveillé vers 4 heures du matin, elle était en train d'essayer d'ouvrir la porte. Chambon décrivit alors comment il avait surpris Julie en flagrant délit d'évasion. La fillette de 9 ans, loin de se laisser intimider, l'avait défié avec un courage remarquable. Elle lui avait crié qu'elle allait prévenir la police, que tout le monde la cherchait, que ses parents ne lui pardonneraient jamais ce qu'il leur faisait subir. Cette rébellion avait déclenché chez Chambon une rage incontrôlable, qu'il avait soigneusement dissimulée jusqu'alors. Je n'avais pas prévu qu'elle résisterait autant, avoua-t-il avec la même détachement clinique. Dans mes rêves, elle finissait par m'aimer comme un grand-père. Mais Julie était trop forte, trop déterminée. Elle influençait les 2 autres, elle les encourageait à ne pas m'obéir. J'ai compris qu'elle ne changerait jamais d'avis. Ce qui suivit révéla la vraie nature de Chambon, celle d'un prédateur capable de passer de la séduction à la violence meurtrière sans transition apparente. Il décrivit comment il avait neutralisé Julie d'abord, utilisant un euphémisme qui ne trompait personne sur la réalité de ses actes. Les détails techniques qu'il livrait permettaient aux enquêteurs de comprendre qu'il s'agissait d'un crime prémédité, pour lequel il avait préparé les outils et les méthodes nécessaires. Lucie et Cécile ont tout vu, continua-t-il. Elles étaient terrifiées. Lucie s'était cachée derrière sa poupée, comme si Célestine pouvait la protéger. Cécile priait en récitant des prières que ses parents lui avaient apprises. Elle savait ce qui allait leur arriver. Cette révélation était particulièrement atroce pour les enquêteurs, qui réalisaient que les 2 plus jeunes fillettes avaient vécu leurs derniers moments dans la terreur absolue, conscientes du sort qui les attendait. Chambon décrivit leurs supplications, leurs promesses de ne rien dire, leurs tentatives désespérées de négocier leur liberté en échange de leur silence. Mais rien ne pouvait plus arrêter la logique implacable du crime. Je ne pouvais pas les laisser partir après ce qui était arrivé à Julie,
expliqua Chambon avec un pragmatisme glaçant. Elles auraient tout raconté. Ma vie aurait été finie. J'ai préféré terminer rapidement. Je leur ai dit que c'était pour qu'elles retrouvent Julie, que j'allais les envoyer la rejoindre. Le capitaine Girard dut interrompre l'interrogatoire à plusieurs reprises, autant pour reprendre son sang-froid que pour permettre au greffier de transcrire fidèlement ses aveux d'une cruauté inouïe. Dans la salle d'observation contiguë, le procureur de la République et le psychologue judiciaire assistaient à cette confession avec un mélange d'horreur et de fascination professionnelle. Chambon révéla ensuite comment il s'était débarrassé des corps. Il avait attendu la nuit du 15 juillet pour transporter discrètement les dépouilles dans son véhicule professionnel des espaces verts municipaux. Utilisant ses connaissances de jardinier et son accès privilégié aux espaces naturels de la région lyonnaise, il avait choisi un endroit reculé, dans les monts du Lyonnais, pour enfouir les restes des 3 fillettes. Il y a une clairière dans la forêt de Savigny, près d'un ancien chemin de bûcheron, précisa-t-il avec la même froideur. J'y allais souvent pour mon travail, pour ramasser des graines et des boutures. C'est un endroit où personne ne va jamais, trop difficile d'accès pour les promeneurs du dimanche. J'ai creusé profondément, utilisé de la chaux vive que j'avais dans mes réserves professionnelles. En 3 heures, tout était terminé. Les indications géographiques données par Chambon étaient d'une précision troublante. Il décrivit l'itinéraire exact qu'il avait emprunté, les repères qu'il avait utilisés, même la météorologie de cette nuit-là. Il faisait très chaud, pas un souffle de vent. J'ai creusé en nage, mais au moins il n'y avait aucun risque d'être dérangé. Les gens restaient chez eux à cause de la canicule. Cette précision dans les détails révélait encore une fois le caractère méthodique et planifié du crime. Chambon n'avait rien laissé au hasard, pas même la façon de se débarrasser des corps. Il avait profité de sa position professionnelle et de sa connaissance du terrain pour choisir l'endroit le plus sûr possible, celui où les dépouilles avaient le moins de chances d'être découvertes. « Et après ?» demanda le capitaine Girard, luttant contre l'écœurement que lui inspiraient ces révélations. « Comment avez-vous pu rentrer chez vous et reprendre votre vie normale ?» Cette question touchait au cœur du mystère psychologique que représentait André Chambon. Comment un homme pouvait-il commettre de tels actes, puis reprendre immédiatement une existence de citoyen respectable? « J'ai pris une douche très longue, » répondit Chambon avec un détachement clinique. J'ai lavé mes vêtements, nettoyé mes outils, désinfecté entièrement le grenier. Le lendemain matin, quand les familles ont commencé à chercher les fillettes, j'étais prêt à les aider. C'était même logique que je participe aux recherches, puisque tout le monde savait que j'aimais beaucoup les enfants du quartier. Cette déclaration révélait l'aspect le plus terrifiant de la personnalité de Chambon, sa capacité à compartimenter totalement ses émotions et ses actes. Non seulement il avait pu commettre ces meurtres atroces, mais il avait ensuite joué pendant 14 ans le rôle du voisin compatissant, consolant les familles qu'il avait lui-même détruites. Cette duplicité psychologique dépassait l'entendement des enquêteurs les plus expérimentés. « Vous ne ressentiez aucun remords en voyant la douleur des parents ?» insista le capitaine Girard. « Aucune émotion en participant aux recherches, en consolant Marie Lemoine, en soutenant François Perrin ?» Cette question visait à comprendre le fonctionnement psychologique de cet homme qui semblait dépourvu de toute empathie normale. Chambon réfléchit longuement avant de répondre, comme s'il analysait ses propres sentiments pour la première fois depuis des années. Au début, c'était difficile, admit-il finalement. Voir Marie pleurer me rappelait les cris de Lucie. Mais avec le temps, j'ai compris que j'étais devenu indispensable à ces familles. Elles avaient besoin de moi pour continuer à espérer. J'étais leur lien avec leurs filles disparues. En quelque sorte, je gardais leur mémoire vivante. Cette rationalisation perverse révélait la profondeur de la pathologie mentale de Chambon. Il avait transformé son crime en acte d'amour déformé, se persuadant qu'en conservant les objets des fillettes et en maintenant l'espoir des familles, il rendait service aux victimes de sa propre barbarie. Cette logique tordue lui avait permis de vivre 14 années sans manifester la moindre culpabilité apparente. « Les objets dans votre grenier, pourquoi les avoir gardés ?»
demanda l'inspecteur Moreau qui assistait à l'interrogatoire. Cette question touchait à l'aspect le plus troublant de l'affaire. La conservation méticuleuse des effets personnels des victimes, soigneusement rangés comme des reliques. C'étaient mes souvenirs d'elle, expliqua Chambon. La robe de Lucie sentait encore son parfum de petite fille. Les chaussures de Cécile gardèrent la forme de ses pieds. La chaîne de Julie était chaude quand elle la portait. En gardant ces objets, je gardais une partie d'elle avec moi. C'était ma façon de ne pas les oublier. Cette explication glaçante révélait l'aspect le plus dérangeant de la psychologie de Chambon. Il avait transformé ses victimes en objets de vénération morbide, créant une relation fantasmatique avec les fillettes qu'il avait assassinées. Le grenier était devenu une sorte de sanctuaire secret où il entretenait le souvenir de son crime, y retournant régulièrement pour communier avec ses victimes. J'y montais souvent le soir, avoua-t-il encore. Je sortais leurs affaires, je les regardais, je me souvenais de leur voix, de leur rire. Parfois je leur parlais, je leur expliquais ce qui se passait dans le quartier, comment leurs familles allaient. C'était notre secret, à tous les quatre. Cette révélation expliquait enfin les bruits nocturnes entendus par Madame Vialet, ces craquements et ces gémissements qui l'avaient poussé à porter plainte. Chambon passait ses soirées dans le grenier, manipulant les objets de ses victimes, leur parlant comme si elles étaient encore vivantes, entretenant une relation délirante avec les fantômes de ses crimes. Les expertises psychiatriques qui furent ordonnées immédiatement révélèrent un profil psychologique complexe et terrifiant. Chambon présentait tous les signes d'un pervers narcissique doublé d'un psychopathe organisé. Sa capacité à maintenir une façade sociale normale pendant des décennies, tout en entretenant secrètement ses fantasmes meurtriers, en faisait un cas d'école pour les criminologues. Le docteur Catherine Mercier, psychiatre experte auprès des tribunaux, nota dans son rapport « André Chambon présente une dissociation psychologique exceptionnelle qui lui a permis de compartimenter totalement sa personnalité criminelle et sa persona sociale. Cette capacité d'adaptation et de camouflage en fait un prédateur particulièrement dangereux, capable de tromper son entourage pendant des décennies sans éveiller le moindre soupçon. » L'enquête révéla également que Chambon n'en était probablement pas à son premier crime. Les analyses de ses carnets personnels, retrouvés dans sa chambre, montraient qu'il observait et cataloguait les enfants du quartier depuis des années. Plusieurs fillettes y étaient mentionnées avec des détails troublants sur leurs habitudes, leurs faiblesses, leur vulnérabilité. Cette découverte poussa les enquêteurs à rouvrir plusieurs dossiers de disparition d'enfants non élucidés dans la région lyonnaise. « Je n'ai jamais fait de mal à d'autres enfants », protesta Chambon quand on l'interrogea sur ses autres affaires. Lucie, Cécile et Julie étaient spéciales, elles étaient parfaites. Je n'aurais jamais pu recommencer après elles. Mais cette dénégation ne convainquit personne, d'autant que certains éléments troublants avaient été retrouvés dans sa maison. Des photos d'enfants du quartier prises à leur insu, des plans de trajets de scolaires, des horaires de sortie d'école méticuleusement notés. Les révélations d'André Chambon permirent enfin aux familles de connaître la vérité sur le sort de leur fille. Mais cette vérité était plus atroce que tout ce qu'elles avaient pu imaginer pendant 14 années d'incertitude. Le processus de deuil, si difficile à entamer sans certitude, pouvait enfin commencer, mais il s'accompagnait d'une douleur renouvelée face à l'horreur des derniers moments vécus par les fillettes. Marie Lemoine fut la première à demander à rencontrer Chambon en prison. Cette démarche, soutenue par son psychologue et son compagnon Claude, visait à obtenir des réponses aux questions qui la hantaient depuis 1994. Elle voulait savoir si Lucie avait souffert, si elle avait réclamé sa maman, si elle avait gardé sa poupée Célestine jusqu'à la fin. Ces détails, aussi douloureux soient-ils, lui semblaient nécessaires pour faire son deuil définitivement. La confrontation eut lieu le 15 avril 2008 dans le parloir de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, en présence du capitaine Girard et de l'avocat de la défense. Marie Lemoine, qui avait tant changé physiquement depuis 1994, se retrouva face à cet homme qu'elle avait considéré comme un ami pendant les pires moments de sa vie. Chambon, lui, avait à peine vieilli,
conservant cette apparence de grand-père bienveillant qui avait si longtemps trompé son entourage. « Pourquoi ma fille ?» demanda Marie d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qu'elle vous avait fait? Elle n'avait que 7 ans. Elle vous faisait confiance. » Cette question, si simple et si déchirante, résumait l'incompréhension absolue face à la barbarie gratuite dont avait fait preuve Chambon. « Lucie était parfaite, » répondit-il avec la même froideur qu'il manifestait depuis son arrestation. « Elle était innocente, pure, sans défaut. Je voulais préserver cette pureté, l'empêcher de grandir et de devenir comme tous les adultes. En quelque sorte, je l'ai gardée éternellement parfaite. » Cette explication démente révélait encore une fois la logique perverse qui avait guidé ses actes. Marie écouta ces mots avec un mélange d'horreur et de pitié. Cet homme qui parlait de pureté et de perfection avait détruit la vie la plus pure qu'elle ait jamais connue. « Elle vous aimait bien », murmura-t-elle. « Elle me parlait souvent du gentil monsieur André qui lui donnait des bonbons. Comment avez-vous pu trahir cette confiance ?» Cette question sembla troubler Chambon pour la première fois depuis le début de ses aveux. Il détourna le regard, ses mains tremblant légèrement sur la table du parloir. « Elle m'aimait vraiment », admit-il. « C'est pour ça que c'était si difficile. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne la laissais pas rentrer chez vous. Elle répétait que sa maman allait s'inquiéter, qu'elle devait être rentrée pour le déjeuner. Jusqu'à la fin, elle a gardé espoir que vous viendriez la chercher. » Ces mots achevèrent de briser le cœur de Marie, mais ils lui apportèrent aussi une forme de paix. Sa fille était morte en pensant à elle, en gardant confiance en l'amour maternel qui les unissait. Cette certitude, malgré sa cruauté, donnait un sens à 14 années de recherche et d'espoir. François Perrin refusa catégoriquement de rencontrer Chambon. « Je le tuerai de mes propres mains », déclara-t-il simplement quand les autorités lui proposèrent cette confrontation. Son alcoolisme s'était aggravé depuis les révélations, et il passait ses journées à errer dans Lyon en parlant à la photo de Julie qu'il gardait toujours dans sa poche. Les services sociaux tentaient de l'aider, mais il rejetait toute aide, expliquant qu'il méritait de souffrir pour ne pas avoir protégé sa fille. Les Blancs adoptèrent une approche différente. Jean exigea de connaître tous les détails de l'enquête, assistant à chaque audience préliminaire, étudiant méticuleusement le dossier d'instruction. Il voulait comprendre comment un tel crime avait pu se produire dans leur quartier si paisible, comment ils avaient pu faire confiance à un prédateur pendant tant d'années. Cette quête obsessionnelle de compréhension l'aidait à canaliser sa colère et sa douleur. Sylvie, elle, sombra dans une dépression profonde qui nécessita une hospitalisation de plusieurs semaines. Apprendre que l'homme qui l'avait consolée pendant ses crises d'angoisse était celui-là même qui avait tué sa fille, dépassait ses capacités psychologiques de résistance. Elle développa une paranoïa généralisée, ne faisant plus confiance à personne, sursautant au moindre contact physique. L'enquête complémentaire menée par les gendarmes permit de retrouver l'emplacement exact où Chambon avait enfoui les corps des 3 fillettes. Sa description des lieux était si précise que les équipes cynophiles localisèrent la sépulture clandestine en moins de 6 heures. L'exhumation, réalisée avec un respect maximal pour les victimes et leurs familles, confirma définitivement les aveux du meurtrier. Les restes des 3 fillettes furent formellement identifiés grâce aux analyses ADN et aux objets personnels retrouvés avec elle. Lucie avait effectivement gardé sa poupée Célestine contre elle jusqu'à la fin, comme l'avait révélé Chambon. Cécile portait encore la petite croix en or que ses parents lui avaient offerte pour sa première communion. Julie avait dans sa poche le sachet de bonbons à la réglisse qu'elle avait acheté le matin de sa disparition. Ces découvertes, aussi douloureuses soient-elles, permirent enfin aux familles d'organiser des obsèques dignes pour leur fille. Le 3 mai 2008, 14 ans après leur disparition, Lucie, Cécile et Julie furent inhumées côte à côte dans le cimetière de la Croix-Rousse, près de l'église Saint-Polycarpe, où elles avaient l'habitude de jouer. La cérémonie rassembla des centaines de personnes venues témoigner leur soutien aux familles et leur respect pour la mémoire des fillettes. André Chambon fut jugé en septembre 2009 devant la cour d'assises du Rhône pour triple meurtre avec préméditation sur mineur de moins de 15 ans. Le procès,
qui dura 15 jours, révéla dans leurs moindres détails les circonstances atroces du crime et la personnalité profondément perturbée de l'accusé. Les expertises psychiatriques conclurent à sa responsabilité pénale totale, malgré ses troubles de la personnalité. L'accusé ne manifesta jamais le moindre remords sincère durant les débats. Il continuait à présenter ses actes comme motivés par l'amour qu'il portait aux fillettes, refusant de reconnaître la barbarie de ses gestes. Cette absence totale d'empathie choqua profondément les jurés, qui délibérèrent moins de 4 heures avant de prononcer leur verdict. André Chambon fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Cette sentence, la plus lourde possible selon la législation française, reflétait l'émotion suscitée par cette affaire et la nécessité de protéger définitivement la société d'un prédateur aussi dangereux. Le procès permit également de révéler l'ampleur de l'enquête menée pendant 14 ans. Plus de 1000 témoins avaient été entendus, des centaines de pistes explorées, des milliers d'heures d'investigation consacrées à cette affaire. Le fait que la solution se trouvait à quelques centaines de mètres du commissariat, dans la maison d'un homme qui participait activement aux recherches, illustrait de façon glaçante la capacité de certains criminels à se dissimuler au sein même de la communauté qu'ils terrorisent. L'affaire eut également des répercussions importantes sur les méthodes d'enquête de la police française. Elle démontra la nécessité de vérifier systématiquement l'entourage immédiat des victimes, même les personnes apparemment les plus respectables. Des protocoles renforcés furent mis en place pour éviter qu'un criminel puisse participer aux recherches de ses propres victimes. Le quartier de la Croix-Rousse mit plusieurs années à se remettre de cette révélation. La découverte qu'un prédateur avait vécu au milieu d'eux pendant des décennies créa un climat de méfiance qui transforma profondément les relations sociales locales. Beaucoup d'habitants déménagèrent, incapables de supporter l'idée de vivre dans un lieu marqué par tant d'horreurs. La maison d'André Chambon fut vendue par ses héritiers éloignés et entièrement rénovée par ses nouveaux propriétaires, qui tentèrent d'effacer toute trace du passé criminel du bâtiment. Mais les habitants du quartier n'oublièrent jamais que 3 fillettes innocentes y avaient trouvé la mort, victimes de la barbarie d'un homme en qui ils avaient tous eu confiance. Cette tragique affaire nous rappelle à quel point les apparences peuvent être trompeuses et combien il est difficile de déceler les prédateurs qui se cachent parfois sous les masques les plus respectables. André Chambon avait réussi pendant 14 années à incarner la figure du voisin idéal, participant aux recherches de ses propres victimes et consolant les familles qu'il avait lui-même détruites. Cette duplicité terrifiante illustre la complexité du mal humain et la nécessité de toujours rester vigilant, même envers ceux qui nous semblent les plus dignes de confiance. L'histoire de Lucie, Cécile et Julie nous enseigne également que la vérité, même la plus douloureuse, peut apporter une forme de paix aux familles endeuillées. Après 14 années d'incertitude, leurs proches ont enfin pu faire leur deuil et honorer dignement la mémoire de ces 3 fillettes innocentes. Qu'avez-vous pensé de cette enquête troublante? Aviez-vous soupçonné André Chambon avant les révélations finales? Cette affaire change-t-elle votre perception des relations de voisinage et de la confiance que nous accordons à notre entourage? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette reconstitution minutieuse vous a marqué, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour découvrir d'autres affaires criminelles qui ont marqué l'histoire de France. Laissez un like si cette enquête vous a interpellé et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux mystères criminels. Votre soutien nous permet de continuer à raconter ces histoires qui, bien que douloureuses, nous aident à mieux comprendre les mécanismes du crime et l'importance de la justice.